Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Ça devait être au départ un petit truc sympa. Cela vous a-t-il effleuré l'esprit une minute? Moi jamais. La France a tué mon mari. Ces jeunes gens qui font des rodéos urbains, ce ne sont pas des voyous. J'étais sûr qu'il dirait ça. Croyez pas, vous êtes sûr, parce qu'on va archiver. Non, je vous dis que ce ne sera pas le cas. Attention, je ne parle pas d'étrangers, mais de récidivistes. C'est West Side Story, on se retrouve dans les bandes, on fait des bêtises, etc. Alors parfois ça a des conséquences épouvantables. Nous sommes en guerre. Et voilà les étoiles et la boue, le bon et le côté obscur de la force et le côté clair de la force, voilà. La réalité, notre réalité. Bonjour à tous, bonjour à toutes, heureux de vous retrouver après ce juillet-août. J'espère que vous avez passé un très bon moment. De toute façon, vous savez, non seulement il faut avoir question à tout, mais il faut avoir bonheur à tout. Jamais n'oubliez le verre à moitié plein. Et aujourd'hui, on va parler des verres pleins et des verres vides, avec tout ce qui se passe, avec effectivement les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques aujourd'hui. Ensuite, et oui, la France Orange Mécanique, elle est là, les attentats sont là, la violence, l'imbécilité, l'impunité sont là. Il faut quand même continuer d'en parler, surtout de voir comment on peut arrêter tout ça. Et puis alors, évidemment, les perles magnifiques. On peut être au CNRS et dire n'importe quoi, on va en parler aussi. On va parler alors, évidemment, nous attendons tous. Je sais que vous ne dormez plus depuis une semaine. Je sais que vous avez pratiquement raté vos vacances. Où est le Premier ministre? Where is the Prime Minister? La France, on sait que sans Prime Minister, ça n'existe pas. Eh ben, écoutez, on va vous en parler. Alors où je vous parle en ce moment, c'est pas fait, mais peut-être que ce ne serait pas mal. Et puis, en seconde partie d'émission, on va recevoir quelqu'un que vous connaissez déjà. Nous avons reçu souvent dans cette émission et sur Sud Radio, c'est le professeur Didier Raoult, microbiologiste, qui vient de sortir son dernier livre, son plus récent livre, Homo Chaoticus. Et le chaos, la science connaît, et la réalité aussi. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Qui ne peut pas être dans tous ces états? Vous savez très bien, on a eu des vacances, et c'est bien les vacances, et c'est bien. Et ça a été très bien avec les Jeux Olympiques, bien sûr, faut le savoir, et vous le savez. Et les Jeux Paralympiques aujourd'hui, passionnants également. Et puis, il y a tout le reste. Et le reste, on va aussi en parler. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Alors là, on entend Céline Dion, l'hymne à l'amour, un hymne qui vous émeut, André, qui était à la fin de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Des Jeux Olympiques ont été une parenthèse enchantée qui continue aujourd'hui avec les Jeux Paralympiques. Qu'est-ce que ça vous a inspiré toute cette période, André? D'abord, effectivement, j'étais très transporté. On dit après, oui, il y a eu des polémiques, c'était pas en direct ou en direct. Peu importe, Céline Dion en train de chanter l'hymne à l'amour, c'était magnifique. Dans une cérémonie d'ouverture où on pouvait dire qu'il y avait des choses, effectivement, qui étaient, on va pas revenir là-dessus, qui étaient, peut-être, il y avait, comme on dit, du lard ou du cochon. Il y avait des choses superbes, moi j'ai lu, mais il y avait des choses effectivement pas possibles et assez ridicules dans un certain conformisme d'aujourd'hui, et je dirais et puis qui ont pu choquer, mais au-delà de ça, c'est les Jeux Olympiques qui ont été très intéressants. Et il y a eu une enquête, d'ailleurs Marie me l'avait communiqué, du think tank Destin commun. Et c'est très intéressant, ils ont enquêté sur l'enthousiasme provoqué par les JO. Rappelez-vous, quelques esprits grincheux, et beaucoup disaient, mais ça va être terrible, mais c'est une catastrophe sécuritaire, comment peut-on faire ça? Et les Cassandres y allaient du matin au soir avec leur pronostic absolument apocalyptique. Et non, ça s'est très bien passé, et heureusement, et bravo à tout le monde, il faut le dire, quand ça marche, bravo à tout le monde. Et alors, c'est intéressant dans cette enquête du think tank Destin commun, c'est que les gens, ce qu'ils ont dit, c'est une bouffée d'oxygène. Ça a été une source de fierté et d'union.
78% des Français ont suivi les Jeux Olympiques. Je parle des Jeux Olympiques qui sont passés, pas des Jeux aujourd'hui, bien sûr. La fierté et le sentiment qui arrive en tête dans tous les électorats lorsqu'on demande aux Français leurs impressions. C'est très intéressant, la fierté. Oui, parce que on leur dit rien ne va. L'économie, l'insécurité, l'immigration, effectivement la précarité, le pouvoir d'achat, etc. Et à un moment donné, alors on va me dire c'est Lupin et les Jeux. Oui, mais c'est pas mal qu'il y ait Lupin et les Jeux. Mais les Jeux ne doivent pas faire oublier l'absence de pain. Mais ce qui est intéressant aussi dans ces groupes de discussion, c'est qu'il y a eu, et ils ont dit, comme soulagement, qu'est-ce qui vous a le plus, mauvaise parole, mais l'absence de la parole politique. Voilà. C'est-à-dire que beaucoup de groupes de discussion disaient, pendant un moment, on n'a plus parlé de politique, de politicaille, de polish ou de peluche pendant ce temps-là. Et ça, c'est bien, voilà. Se respecter, se réapproprier les symboles républicains. Ça a été donc perçu au-delà effectivement des exploits, au-delà des exploits des sportifs, ça a été perçu comme quelque chose de très fort et de très bien. Et aujourd'hui encore, il faut le dire, il faut rendre hommage aux Jeux paralympiques. Parce que, il faut le dire encore, ce qui est formidable, on dit, aujourd'hui, la méritocratie, le travail, tout ça, ça n'existe plus. Un certain nombre de gens disent, ouais, de quoi vous parlez? Mais regardez ce qu'ils font, ces gens. Regardez les handicapés, comment ils surmontent, comment ils arrivent à faire des exploits extraordinaires. On le voit tous les jours. Mais cette volonté de se surpasser, de se dépasser, mais elle devrait être le lot commun. Comment voulez-vous qu'on avance dans ce pays si on cherche pas à se surpasser? Oui, la méritocratie, c'est bien. Oui, c'est bien. C'est beaucoup mieux que l'ineptocratie ou que la conocratie. Voilà, il faut quand même le dire. Et voilà pourquoi, effectivement, on était plutôt heureux, et on est plutôt heureux de ces Jeux Olympiques. Mais, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Marie. Oui, André, parce que une parenthèse enchantée, un moment de bonheur, une bulle d'oxygène, comme vous disiez, mais le réel est un peu revenu au galop pour cette fin d'été avec deux gros drames qui ponctuent l'actualité. Oui, le réel a frappé à la porte, il continue, vous savez, malheureusement le réel est là et ce n'est pas un spectacle fut-il extraordinaire qui peut le cacher. Ce gendarme tué lors d'un contrôle routier après un refus d'obtempérer dans les Alpes-Maritimes, ça a été terrifiant, quoi, je veux dire. Il y a eu ça et on a entendu Eric Comines, Eric Comines est mort. Et sa femme a parlé. Et écoutez un extrait de ce qu'elle a dit. Harmonie Comines, l'épouse, la veuve d'Éric Comines. Je remercie notre France d'avoir tué mon tendre époux, que j'aime tant, le père de nos enfants. Attention, je ne parle pas d'étrangers, mais de récidivistes. Je l'affirme haut et fort, la France a tué mon mari. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. La France a tué mon mari. Ouais. Alors on dit non, c'est pas la France qui a tué. C'est pas le problème. Le problème, c'est que cette femme pourrait être n'importe quelle femme de France. Le problème, c'est que ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous. C'est ça le problème. C'est pas de dire, c'est comment il se fait que cette personne multirécidiviste, etc. Alors voilà, qui devrait être en prison, qui devrait être en tout cas mis hors d'état de nuire, comme des dizaines et des centaines de cas depuis des années. C'est pas nouveau. Encore une fois, on en reparle parce qu'on est obligé d'en reparler. Parce que comment voulez-vous qu'on n'en reparle pas? Ce n'est pas nouveau, ça. Eh bien, est-ce que c'est admissible que cette personne soit encore en train de faire son rodéo ou etc. et ce gendarme ait refus d'obtempérer? Ah non, on répond pas aux gendarmes. On n'en a rien à foutre des gendarmes. On n'en a rien à foutre de l'autorité. On n'en a rien à foutre des forces de l'ordre. Et voilà ce qui arrive. Et je suis quand même assez frappé. Et quand il y a eu la mort de Naël, qui était un événement tout aussi atroce et tout aussi lamentable, eh bien, la France entière, une partie de la France, il y a eu des émeutes, etc., et tout le monde a vraiment s'est indigné des sportifs, des artistes. Et là, on n'entend pas grand monde, On n'entend pas grand monde déplorer ce qui s'est passé avec Éric Comines. Voilà.
tué par un automobiliste multirécidiviste, encore une fois, parce que, voilà, un juge de liberté de la détention, je ne sais pas, s'est dit oui, mais enfin écoutez, bon, voilà, il va faire une petite peine et puis il va sortir, eh oui, voilà. Et ça s'est passé comme ça, et puis, peut penser à Camilla, quelques jours après, on a l'impression que c'est devenu quotidien maintenant. À Valoris, une fille de 7 ans fauchée par un motard complètement délirant, ou je ne sais pas s'il était drogué ou pas. Il avait 19 ans et il faisait une roue arrière. Vous savez, c'est très bien, hein. On montre qu'on existe, hein. On est fort, hein. On se fait des grands trucs, on se fait des langues en Ford Mustang. Non, ça, ce n'est pas je n'ai besoin de personne à Harley Davidson, c'est je fais le kéké parce que je sais faire la roue arrière. Et voilà. Et elle passait. Il était effectivement. Il a complètement fauché cette petite Camilla qui passait dans les passages cloutés. Elle est morte hier soir, Camilla. Oui. Elle est morte hier soir. Et qu'est-ce que dit son père, Slim Toti Oussaya? Il dit ceci. Il a tweeté ceci. Merci la justice française. À partir de demain, les citoyens qui n'ont pas été arrêtés en flagrant délit, et je dis en flagrant délire, oui, quelque part, ils savent qu'ils peuvent rouler comme ils veulent, faire les fous sur la route, tuer. Aucun respect pour notre fille, ni pour nous-mêmes. Voici ce que écrivait le père de Camilla. Et franchement, il faut se poser la question. Ça suffit de dire, ah, c'est pas une question de présomption d'innocence, présomption de culpabilité. Je vois tous ces gens qui sont posés dans la petite datcha du Luberon ou ailleurs, etc., de dire oui, mais attention, le droit, bien sûr, les droits. Et les droits des victimes, et les droits des gens qui se font tabasser, violer, tuer, égorger. Ah non, mais ça, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est arrivé, hein? C'est un fait divers. Comment ces gens-là peuvent prononcer le mot fait divers sans puer de la bouche? Hein? On peut le savoir, ça? On peut le savoir? Est-ce que c'est admissible, ça? Non, ce n'est pas admissible. Ce n'est pas admissible qu'il y ait cette veulerie, cette lâcheté, cet abandon, ce laisser-faire. Et alors, de quoi on parle? Ah oui, et on va en parler nous aussi, vous allez voir, du Premier ministre. Mais on fait de la politique, pourquoi? On fait de la politique pour s'occuper des gens, pour protéger les gens, pour qu'ils puissent vivre. C'est pas le vivre ensemble aujourd'hui, c'est le tuer ensemble. Alors il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, au lieu de continuer ces bavassages. Et quand je vois sur les réseaux sociaux et ailleurs, ah oui, ah, tous mes mots vont à la famille, c'est terrible ce qui arrive, c'est terrible, mais attention, c'est terrible, mais demain ça va recommencer et s'attaquer aux vraies causes. Non, on va faire la marche blanche, on va faire les Imagine de John Lennon, on va faire les fleurs, on va faire les bougies, et puis au suivant, tant que ça n'arrive pas à moi, tout va bien, au suivant. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, et vous savez que, je vous assure, j'en dors plus la nuit. Moi, je suis rentré il y a une semaine de vacances. On n'a toujours pas de Premier ministre, les Français. Mais comment on tient? Mais comment on fait? On va en parler tout de suite. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Je cherche après Titine, oh ma Titine. Yves Montand, je cherche après Titine. Et la France, elle cherche un Premier ministre, André. Eh oui, c'est terrible quand même. Enfin, c'est terrible. Franchement, c'est hilarant, quoi. C'est hilarant parce qu'il y a eu 2 mouvements formidables. Donc, Macron dissous. Les résultats, il n'y a pas de majorité visible. Et chacun dit, mais c'est moi. Le Rassemblement national dit, mais j'ai eu 11 millions d'électeurs, c'est moi.
la gauche, le nouveau Front Populaire dit oui, mais un siège, c'est nous, donc on veut désigner, on veut le Premier ministre. Rappelez-vous que Jean-Luc Mélenchon, après les législatives, il y a 2 ans, avait dit aussi je vais être Premier ministre. Ils veulent tous être Premier ministre, je comprends. Alors, la gauche, enfin le nouveau Front Populaire a désigné Lucie Castet. Et là, ça a été formidable, parce que Lucie Castet a fait non seulement son chemin de Damas et son chemin de croix, elle est allée partout. Elle a dit c'est moi, mais pourquoi Macron, tu veux pas me prendre? Elle est allée voir Macron avec une délégation du nouveau Front Populaire. Il les a reçus, il est magnifique Macron. C'est ça que j'aime bien. Ah mais c'est très bien, formidable. Ah, ce que vous dites m'intéresse énormément. Elle sort de là enchantée, transfigurée, ça va aller très très bien. Et puis après, bon, c'est plus elle. Alors elle est pas contente du tout. Et puis Ségolène Royal qui sur une radio concurrente est en train de composer son ministère. Personne ne lui a rien demandé. Oui, mais moi je serai une excellente Premier ministre, magnifique, etc. Ils sont tous là, c'est magnifique. C'est ça que j'aime dans la politique. Ce côté drogue dure, ce sont des accros, ce sont des junkies complets. Et là, il y a un poste qui se libère. Ah, mais c'est moi. Et Macron, il joue avec ça, il joue magnifiquement. Et voilà, aujourd'hui, il a reçu ses 2 prédécesseurs, Sarkozy et Hollande, pour les consulter. Alors on ne sait pas, on pensait que c'était ce matin, on ne sait pas effectivement qui va être choisi comme Premier ministre, en tout cas à l'heure où je vous parle, c'est le suspense est absolu et on sent qu'on retient notre souffle. En tout cas, il y a quelqu'un, il a reçu ce matin, il a été reçu par Emmanuel Macron et on pense beaucoup à lui. C'est Bernard Cazeneuve. Oui, Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre de François Hollande, socialiste, bon teint, il n'est plus au Parti socialiste, donc il est bien, il est propre sur lui, il mange pas avec les doigts. Problème, c'est que il y a 2 ans exactement, Monsieur Cazeneuve, on lui a posé la question, c'est l'émission Question là de Yann Barthès. Un reporter lui avait posé la question de savoir s'il serait prêt à être ministre chez Macron. Écoutez. Vous ne serez pas ministre d'Emmanuel Macron? Mais cela vous a-t-il effleuré à l'esprit 1 minute? Moi jamais. Non. Non, je ne crois pas à ça. Il faut vous enlever ça de l'esprit. Vous ne croyez pas ou vous êtes sûr? Parce qu'on va archiver. Hein. Non, je vous dis que ce ne sera pas le cas. Voilà, et ce ne sera pas le cas. Donc alors écoutez, est-ce que Bernard Cazeneuve peut se déjuger? Mais bien sûr qu'il peut se déjuger. Rappelez-vous, Éric Dupond-Moretti, qui avait dit, je crois que c'était sur CNews ou à l'époque, ou c'était C8, où il a dit moi, ministre de la Justice, mais vous rigolez, mais je serai jamais ministre de la Justice. Ça n'existe pas. On a passé plusieurs fois, il y a Sud Radio, le sonore. Magnifique. Et alors ils sont là. Mais je vais vous dire, alors moi, je lance un appel aux auditeurs, aux auditrices, à tous les résistants, vous de Sud Radio. Mais posez vos candidatures. Vous croyez que vous serez moins bien que les gens qui nous ont fait un budget en déséquilibre depuis 1974? Moins bien que les gens qui nous ont fait 3300 milliards de dettes? Moins bien que ce qu'on assiste avec cette France Orange Mécanique et ses attentats? Moins bien que le pouvoir d'achat? Moins bien que l'inflation? Moins bien que la situation avec la Russie, l'Ukraine, etc., etc.? Mais non, je suis sûr que vous êtes très nombreux et puis c'est intéressant. Hein. Je vous donne vraiment quelques informations sur les salaires. Premier ministre gagne 15 900 € brut par mois, comme le président de la République. Prise en charge de frais de représentation. Cette prise en charge est plafonnée à hauteur de 10 000 € pour un secrétaire d'État, 120 000 € pour un ministre et 150 000 € pour le Premier ministre. Voilà, 150 000 € de prise en charge. Et attendez, si vous êtes Premier ministre et si Macron, après tout, pourquoi il vous choisirait pas? il peut s'amuser, lui, hein. D'ailleurs, il s'amuse beaucoup. Alors, vous aurez droit à une voiture avec chauffeur et un agent de sécurité jusqu'à la fin de votre vie. Voilà, formidable. Même si vous passez dans le privé après, etc., il n'y a aucun problème, vous gardez votre chauffeur et votre agent de sécurité. C'est pas beau ça? C'est pas, on dit voilà, on est en période de chômage, mais enfin, j'aimerais que Macron soit enfin Pôle emploi. Nous cherchons un Premier ministre, ça fait des semaines qu'on est là, dans une espèce d'attente angoissée, shakespearienne. Allez, écrivez-nous sur le site de Sud Radio, à Berkoff dans tous ses états, écrivez, téléphonez, mailez, et dites-nous si vous êtes prêts à y aller. Et si vous n'êtes pas prêts à y aller, je vais vous dire une chose, je vous comprends. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, merci de nous écouter. Vous êtes bien dans Berkov dans tous ses états. Alors, si vous avez une réaction, une question, un numéro de téléphone, 0826 300 300. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur notre Facebook Live. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Eh bien, moi, je vais vous dire, Georges Brassens, quand même, je pensais pas que je pourrais dire cela un jour d'une directrice de recherche au CNRS. Franchement, je pensais pas. Je me dis quand même, quelqu'un qui a ses diplômes, qui a tout cela, peut pas quand même. Non, c'est pas possible. Et puis, j'ai écouté Isabelle Vera Masson, directrice de recherche au CNRS, et elle était interviewée effectivement sur ce qui s'est passé. On vient d'en parler de Camilla, fauchée par un motard, fauché par une espèce d'individu fou. Je dis motard, c'est pas ça les motards. Hein. Les 99% des motards sont des gens formidables qui font, qui aiment faire ce qu'ils font et qui font très attention. Et puis il y a les autres. Et puis il y a les autres. Voilà, elle est morte hier soir, Camilla, et elle commentait donc Isabelle Vera Masson. Et voici ce qu'elle disait. Écoutez. C'est que, en fait, ces jeunes gens qui font des rodéos urbains, ce ne sont pas des voyous. Ce sont des jeunes gens qui, d'ailleurs c'est intéressant l'idée du Covid, qui s'ennuient, qui n'ont pas de distraction. Vous savez, c'est West Side Story. On se retrouve dans les bandes, on fait des bêtises, etc. Alors parfois ça a des conséquences épouvantables. Et donc c'est clair. Mais décider de mettre en prison ou d'être extrêmement répressif à l'égard de ces jeunes gens qui 2 ans après vont se marier, vont trouver du boulot et finalement seront des citoyens comme vous et moi, c'est un peu comme le tag. Moi j'avais une amie de très bon chic bon champ dont son fils faisait des tags et c'était dangereux. Oui, c'est vrai. Le fils faisait des tags et c'est aussi dangereux que de faucher une enfant de 8 ans dans une moto, bien sûr. Mais de quoi vous parlez? Mais ce ne sont pas des voyous. Mais non, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que vous voulez? C'est West Side Story. Bien sûr, c'est West Side Story. Qu'est-ce que vous voulez? Ça arrive comme ça et voilà. Alors, faut pas les mettre en prison, faut pas être répressif, faut comprendre. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que j'entendais ça et je me disais c'est pas possible. C'est une caricature ou c'est un sketch de chez Jamel Debbouze ou un truc comme ça. Je dis c'est pas possible. Ah non, tout à fait. Oui, vous comprenez, ça arrive, ils s'ennuient, ils savent pas quoi faire. Alors ils sont sur la roue arrière. Alors voilà, et évidemment, il y a des événements, c'est gravissime. Et alors vous allez pas les mettre en prison pour ça. Dans 2 ans, dit Isabelle Vera Masson, ils vont se marier, ils auront des enfants, bien sûr. D'ailleurs, les frères Kouachi, si on les avait pas arrêtés avec Charlie Hebdo, ils étaient mariés, ils auront des enfants, et ils seraient bien maintenant. Et tous les autres. Écoutez, attendez un peu, laissez-les, c'est pas grave. Ils se marieront, ils auront des enfants, voilà, c'est ce qui compte. Et la belle, et la même Isabelle Vera Masson, parce que elle est multirécidiviste, et oui, elle est récidiviste. À propos de Crépol, vous vous rappelez, où il y avait eu un drame sanglant à Crépol, il y avait un bal, et des gens étaient venus d'une ville d'à côté, massacrés, effectivement, et tués à coups de couteau, à coups de presque de sabre, un gosse de 16 ans. Et la même directrice de recherche du CNRS avait déjà parlé de ça. Donc, du meurtre de Thomas dans la nuit du 18 au 19 novembre 2023 à Crépol. Et voici ce qu'elle avait dit à l'époque. Écoutez. Alors moi, j'ai été très frappée, gentiment vous le répétiez, par la ressemblance entre ce fait divers et Roméo et Juliette. C'est-à-dire que c'est une rixe avec 2 familles. Roméo et Juliette, des Montaigu et des Capulet. Des Montaigu et des Capulet. On est dans Shakespeare. C'est-à-dire c'est un bal dans lequel une famille qui déteste l'autre famille va chercher des filles. D'ailleurs, il y a l'idée qu'il y a, parce que maintenant on sait qu'il y avait cette démarche-là. Ils se détestent, ils se cachent. Et puis finalement, ça devait être au départ un petit truc sympa, un peu provocateur, mais sans plus, et ça devient quelque chose de gravissime. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est merveilleux les références. Hein. Nous étions dans West Side Story, et puis là, il y a 2 ans, nous étions, ou il y a un an, nous étions dans Roméo et Juliette. C'est pas beau ça, mais c'est vrai. De quoi vous parlez? Qu'il y a des problèmes d'insécurité, d'attentats, de violence, de filles qui se font agresser, qui se font emmerder. Mais non, mais c'est Roméo et Juliette, c'est Shakespeare, c'est West Side Story, bien sûr, revu et corrigé par une directrice de recherche
recherche au CNRS. C'est pas beau, ça. Vous voyez, quand ça arrive à ce degré-là, c'est très intéressant. Ce degré, ce n'est même pas une déconnexion de la réalité. C'est que c'est un autre monde. On vit dans le métaverse. C'est un autre monde. Moi, j'ai mon petit monde. Je suis protégé. Je suis dans des quartiers protégés. J'ai en général mes enfants dans des lycées et des écoles protégées. Donc tout va bien. Je peux me permettre de faire de la littérature. J'appelle pas ça de la littérature. J'appelle ça des litres et des ratures. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ce que vous écoutez, c'est des chansons des femmes, des Afghanes. Des Afghanes. Il faut reparler un peu de l'Afghanistan. Vous savez, quand quelque chose disparaît effectivement des antennes, des chaînes en continu, d'information en continu ou de déformation en continu, voilà, ça n'existe plus. Mais oui, on est loin de tout ça. Eh ben, vous savez ce qui s'est passé là. Depuis que, effectivement, on a relaissé l'Afghanistan aux talibans. Je rappelle à tous les auditeurs de Sud Radio, les résistants, les autres, de regarder des images d'Afghanistan dans les années 50, 60. Regardez sur vos réseaux, etc. Comment elles étaient habillées, comment ça allait. Et aujourd'hui, cette prison, la prison de la burqa, du grillage, mais surtout, voilà ce qu'a décidé le ministère afghan de la Justice. Ils ont fait une nouvelle loi qui muselle encore un peu plus les femmes. Désormais, écoutez-moi bien, ce ne sont pas des rumeurs. Les Afghans ne doivent plus faire entendre leur voix en public. Elles ne peuvent plus chanter, réciter une poésie ou même lire à voix haute si elles ne sont pas confinées dans un espace fermé. Voilà. Elles ne sont plus que des ombres dans la société afghane. Cet apartheid de genre, parce que qu'est-ce que c'est sinon un apartheid, et des pires, est condamné par les organisations comme Amnesty International. Et voilà, ce texte a été promulgué pour promouvoir la vertu et prévenir le vice parmi la population, en conformité avec la charia, selon le ministère de la Justice taliban. Voilà, le texte édicte d'ailleurs, parce que je vais jusqu'au bout, des sanctions graduelles auxquelles s'exposent ceux qui ne la respecteraient pas. Avertissement verbal, menaces, amende, garde à vue allant d'1 heure à 3 jours, autres sanctions réclamées par les vices, vous savez, la police des vices et de la vertu. En cas de récidive, la justice est saisie. Voilà, et j'entends pas du tout, et normal, le silence assourdissant des féministes. Où sont les néo-féministes? Où sont celles qui vont dans les entreprises pour à monnaie sonnante et trébuchante faire promouvoir effectivement l'avancement de la cause des femmes, c'est très bien. Mais là, vous entendez un mot? Vous entendez les féministes patentées? Vous entendez les professionnels? Vous entendez celles qui font leur fonds de commerce avec ça? Vous les entendez? Eh ben moi pas. Et si elles sont là, dites-moi. Je crois que nous avons d'ailleurs Angèle au téléphone, c'est ça, Marie? Allô? Oui, allô Angèle. Angèle, vous appelez de Marseille. Monsieur Berkov, bonjour. Bonjour. Je voulais déjà présenter mes condoléances donc au policier qui est mort et ainsi qu'à cette fillette. Oui. Donc, je voulais témoigner parce que moi en fait j'ai eu plus de chance que cette petite fille, c'est-à-dire que j'ai été percutée sur un trottoir. Puisque maintenant les trottoirs sont aussi des autoroutes pour vélos, pour trottinettes, oui, pour scooters. Donc j'ai été percutée par un vélo qui faisait une roue sur une roue. Oui. Et quand on fait sur le trottoir, ouais, oui. Ouais. Et on est obligé, ils sont obligés d'aller beaucoup plus vite et ils maîtrisent plus rien. Ouais. Donc parce que sinon ils tiennent pas. Donc ils sont obligés d'accélérer. Donc ils sont quand même responsables pour moi. Hein. Quand on accélère volontairement et qu'on arrive à fond quelque part, parce que le mec, sinon, c'est lui qui se casse la figure. Hein. Ouais, c'est ça le problème. C'est lui qui se prend, c'est lui qui meurt.
s'il va pas assez vite, c'est lui qui tombe et c'est lui qui est blessé. Donc moi je voulais faire ce témoignage. Résultat des courses, j'ai pris la tête sur le trottoir, j'ai cassé le coude, j'ai 67 ans, hein. J'ai cassé le coude, j'ai été opéré 2 fois, j'ai eu un staphylocoque doré, parce que c'est ça qu'il faut voir aussi, hein, je veux dire. Donc il y a des morts, il y a des blessés. Et oui, et il y a des gens qui restent blessés à vie aussi. Et... Voilà, et je voulais dire aussi que, par exemple, à Marseille, vous avez des rues où ils ont mis des pistes cyclables sur les trottoirs. Vous prenez le boulevard Longchamp, vous ne pouvez plus sur les trottoirs. Vous prenez le boulevard Longchamp à Marseille, vous ne pouvez plus marcher sur le trottoir. Ils ont mis 1,50 m pour les vélos et 1 mètre pour les piétons. On ne peut plus. C'est des autoroutes, parce qu'en fait, vous comprenez pourquoi aussi c'est des autoroutes, c'est parce que ça partait d'un bon sentiment. Ils ont baissé les trottoirs, arrivés à chaque rue, à chaque croisement, pour les handicapés. Mais moi, à Marseille, j'en vois pas des handicapés. Ils risquent leur vie partout à Marseille. À Marseille, on voit plus les handicapés, on voit plus les vieux, on n'a plus le droit de citer, et les enfants, c'est pareil. C'est-à-dire les enfants, comme cette fillette, ils risquent leur vie à chaque fois qu'ils traversent, parce que plus personne ne respecte rien. Et le pompon, c'est que Martine Vassal de la métropole, j'ai lu un article la semaine dernière dans la Provence, qui vient de dire qu'il venait d'autoriser les vélos à griller les feux rouges au croisement pour aller tout droit et à droite. Je vais vous dire, Angèle, c'est ce qui se passe à Paris. À Paris, les vélos, en tout cas, ça on peut tous en témoigner, grillent les feux rouges très allègrement. Vous voyez, c'est pas que Martine Vassal. De toute façon, Martine Vassal est invitée à répondre si elle a envie de répondre, mais c'est un vrai problème. Vous avez raison. En tout cas, à Paris, je ne sais pas dans toutes les villes, mais j'appelle les auditeurs de Sud Radio à témoigner là-dessus. Est-ce que dans d'autres villes, elles peuvent effectivement passer comme elles veulent et faire comme elles veulent? C'est quand même hallucinant. Merci Angèle. Voilà. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Sud Radio Berkov dans tous ses états. C'est la faute. Alors vous savez, on commence un peu dur, mais il faut le faire. Ça a été extraordinaire quand même, ce qui se raconte aujourd'hui. Et c'est pas nouveau. Vous savez, à Solingen, vendredi dernier, Solingen, c'est en Allemagne, c'est là dans l'Ouest, en Allemagne de l'Ouest. Un homme a poignardé à mort 3 personnes vendredi soir. Voilà, au couteau, effectivement, et vous savez qu'en France, il y a eu énormément d'attentats au couteau, et on en a connu beaucoup. Et donc, c'est Libération du 24 août qui le rapporte. Donc, le 2 juin, c'était le 2 juin dernier, un jeune policier de 29 ans, poignardé à la tête 2 jours plus tôt à Mannheim, c'était déjà avant, 2 jours avant. Voilà, et puis il y a eu effectivement Solingen, 3 personnes. Et puis il y en a d'autres, effectivement, il y en aura d'autres. Et alors, qu'est-ce que ça a suscité comme réaction chez les autorités allemandes et peut-être chez les autorités françaises? Faut-il interdire les couteaux? C'est pas beau, ça. Ça, c'est pas beau. Ça, quand on arrive à ce point zoologique, il faut quand même se poser beaucoup de questions. Donc, des gens massacrent au couteau, il faut interdire les couteaux. Demain, la fourchette, faut interdire les fourchettes. Après-demain, la cuillère, faut interdire les cuillères. Je ne parle pas des cutters et compagnie. Mais dites-moi, c'est comme quand on entendait, vous vous rappelez, la voiture folle, le bus fou. Mais attendez, c'est pas la voiture qui tue. C'est l'homme ou la femme qui conduisent la voiture. Ce n'est pas la bicyclette qui tue.
ce n'est pas la moto qui tue, c'est bien la personne qui la conduit, qui est dans un état soit d'ébriété, soit de folie, soit d'état meurtrier, etc. Et là, on dit, on veut interdire. Et vous voyez, c'est vraiment, on est au nœud du problème, au cœur du problème. On ne veut pas voir la cause, on veut voir les apparences, on veut voir, comme d'habitude, la perception. Ah là là, les couteaux, c'est pas bien, donc faut interdire les couteaux. Vous imaginez? On pose le débat sur l'interdiction des couteaux. Comment des gens peuvent d'ailleurs formuler ça? Comment des gens qui ont soi-disant un neurone avant l'avant-dernier neurone avant le dernier peuvent poser comme ça? Mais enfin, ce ne sont pas les armes qui tuent, bande de nazes. Ce sont les gens qui les tiennent, ce sont les gens qui les opèrent, ce sont les gens qui les utilisent. Alors de quoi vous parlez? Mais vraiment, c'est absolument lamentable. Alors André, on a Dominique de Roussillon qui voulait réagir sur Martine Vassal dont on vient de parler. Non, alors je crois que Dominique n'est plus à antenne. En revanche, ce qu'il faudrait maintenant faire, c'est peut-être passer. Je crois qu'il y avait une publicité oui. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face aujourd'hui, je voudrais rappeler. Bonjour Didier Raoult. Bonjour. Bonjour. Je voudrais, Didier Raoult, juste, d'abord, on vous reçoit, vous venez de sortir Homo Chaoticus, et je dois dire qu'en ce moment, les temps, au-delà, on va parler de cette révolution dans l'évolution, et en ce moment, c'est vrai que les temps chaotiques reviennent très très fort. Mais auparavant, je voudrais quand même vous rappeler, juste par rapport à ça fait des années qu'on parle, ça fait depuis quelque temps qu'on voit ce qui se passe et que des gens qui étaient considérés effectivement, on vous traînait plus bas que terre. Et aujourd'hui, il se passe quand même des choses tout à fait étonnantes. Je les cite pas toutes parce que ça nous prendrait du temps, mais quand même, j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus. D'abord, Mark Zuckerberg, c'est le PDG de Facebook, Meta aujourd'hui, et de Instagram et de WhatsApp. Il regrette, il a fait une lettre à la commission, au président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants aux États-Unis, et il regrette d'avoir supprimé certains contenus liés au Covid-19 sous la pression de l'administration Biden. C'est intéressant, ça a été un coup de tonnerre parce qu'on ne s'attendait pas du tout que le PDG de Meta, de Facebook, fasse ça, et donc évidemment ça a été publié, et il a donné beaucoup de détails, on ne va pas rentrer là-dedans, mais il a expliqué comment le genre de pression qu'il a eu pour d'autres affaires aussi, mais sur le Covid-19, il a été très très précisément pressuré, et il a cédé aux pressions de ne pas parler de telle ou telle chose. Ensuite, en Allemagne, presque en même temps, Die Welt, qui est un des plus grands hebdomadaires allemands, des courriels datant de l'époque de la pandémie de Covid-19 obtenus par Die Welt montrent que les avis du Conseil d'experts Corona ont été révisés au sein de la chancellerie allemande jusqu'à ce qu'ils correspondent à l'agenda politique. On le disait, mais c'est quand même tout à fait étonnant, c'est qu'on le dit très officiellement. Les résultats dits scientifiques de ce qu'on pouvait savoir, eh bien, il dit, par exemple, le ministre allemand de la Santé, Lothar Bach, a voulu semer la peur parmi les jeunes avec un appel à la peur. Voilà, et tout ça est en train, effectivement, d'être passé partout. Et puis, last but not least, comme disent les Américains, le ministre japonais de l'Intérieur a prêté ses excuses aux personnes non vaccinées. Vous aviez raison, les vaccins tuent des millions de personnes qui nous sont chères. Il ne s'agit pas d'entrer dans la polémique vax ou anti-vax, mais de montrer quand même qu'aujourd'hui, et c'est depuis 2 ou 3 mois, c'est assez récent, il y a une vague, effectivement, de mise en question, de contestation par ceux-là même qui disaient non, c'est la doxa, circuler, il n'y a rien à voir. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
On voit qu'il y avait des comploteurs. On a dit qu'il y avait des complotistes, mais en réalité, il y avait des comploteurs. Ouais. Et on les voit petit à petit. La France, il y a eu un outing quand même de Delfrécy qui a dit que ce qu'ils avaient dit n'était pas basé sur des faits et qu'ils avaient été optimistes, en particulier sur les vaccins. Et moi-même, il m'a écrit qu'en réalité, il n'aurait vacciné que les personnes de plus de 65 ans quand même. Ouais. Il me l'a écrit. Il vous l'a écrit. Oui, Boris Johnson a échangé des courriers avec son ministre de la Santé pour dire que finalement le confinement, il allait le faire bien qu'il n'y ait strictement aucune preuve scientifique, parce que la première ministre d'Écosse l'avait fait et qu'il ne voulait pas aller contre l'avis de la première ministre d'Écosse. Donc ce suivisme d'ailleurs a été un des éléments majeurs. Moi je sais pas, c'est comme votre histoire de couteau, vous voyez, ça rebondit sur quelque chose. Il y a un mur qui est le mur de la bêtise. Si j'étais grossier, j'utiliserais un autre mot, mais qu'on n'arrive pas à casser. Vous savez, l'histoire de l'hydroxychloroquine, moi je suis stupéfait, j'avais dit à un de vos confrères, là, Bourdin, peut-être pas le plus malin, mais je lui avais dit, écoutez, si vous croyez vraiment qu'un médicament qui a été prescrit des milliards de fois, du jour au lendemain, se met à tuer les gens, c'est que on est dans une folie dont je ne sais pas quand on sortira. Vous imaginez qu'on a eu un ministre de la Santé qui s'appelle Brown, qui a fait sa thèse de médecine sur l'hydroxychloroquine chez les suicidaires. Ça a été utilisé chez les gens qui se suicidaient. C'est moins efficace que le Doliprane, mais enfin on peut se suicider si on en prend suffisamment. La dose pour se suicider est supérieure à 2 grammes par jour et il faut avoir plus de 2 microgrammes par ml dans le sang pour pouvoir avoir une toxicité cardiaque. Nous, on utilisait 600 mg. Les Anglais ont publié dans le New England l'article qui fait référence avec 2 grammes. C'est des fous. Vous êtes face à un mur de la bêtise et vous savez plus quoi leur dire. Quand vous dites, on prend ça depuis 70 ans, et ça a tué personne, et que brutalement, c'est juste pour le Covid que ça tue les gens, et on n'arrive pas à se faire entendre, c'est incroyable. Le mur de la bêtise à ce point, vous voyez, c'est la même chose que les couteaux. Il faut supprimer les couteaux, on mangera directement avec les mains. Vous voyez. Bien sûr. La bêtise est arrivée à un point et un point de diffusion qui est étonnant. Voilà, c'est intéressant. Mais oui, justement, Didier Raoult, d'ailleurs même les mains, vous savez, il faudra pas utiliser les mains parce que les mains peuvent étrangler, hein, donc c'est non mais de ce point de vue là, franchement, non mais moi j'aimerais que comment ça se fait appliquer à la science. Je rappellerai à propos de ce que vous avez dit, c'est une étude, je rappellerai pour les auditeurs, qui a été publiée effectivement dans une revue qui estime la surmortalité chez les patients atteints de Covid-19 et soignés à l'hydroxychloroquine représentait près de 17 000 décès. Alors, on avait reçu effectivement Vincent Pavin et autres qui avaient parlé de cela, et cette étude a été rétractée officiellement par la revue Biomédecine et Pharmacothérapie en disant on ne se prononce pas sur les conclusions, mais on ne peut pas. Il dit, je le cite là, il dit l'étude a suscité un important débat. On a rétracté pour 2 raisons principales. Premièrement, la fiabilité de certaines des données utilisées, la manière dont elles ont été sélectionnées. Les données provenant de Belgique n'étaient pas suffisamment robustes ou fiables et qu'elles se basaient sur des estimations. Deuxièmement, l'étude a fait l'hypothèse que les patients entrant en clinique recevaient des traitements comparables, ce qui est, selon la revue, incorrect. Mais dites-moi, justement, ce mur, alors il y a des murs absolument terribles, mais qu'est-ce qui fait que, malgré tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, malgré les multiplications, on reste absolument ferme. Est-ce que c'est, alors on en a parlé déjà, mais quand même, je veux dire le mur de la connerie, mais enfin il peut pas être aussi épais que ça quand même. Il y a autre chose. Non. Enfin, j'en sais rien. Quand il est aidé en plus pour des intérêts pour des intérêts multiples, c'est une chose. Vous voyez, et puis il y a une autre chose. Ce mur est pas complètement. C'est comme le mur de la prison du Château d'If. Vous savez, ça prend très très longtemps avant de le casser. Il gratte pendant très très longtemps, l'abbé Faria. Ou comme le mur de Berlin.
comme le mur de Berlin. Ça met longtemps. Moi, je vois quand même que ça change. Ouais. Donc les gens finissent. Alors dans 5 ans de ça, ils diront, vous vous rendez compte, ils ont réussi à nous faire croire qu'un des médicaments les plus utilisés au monde était devenu toxique du jour au lendemain. Ça a été publié dans les meilleurs journaux du monde. Il y a eu des promoteurs de ce mensonge inouï qui sont allés sur toutes les télévisions, alors que le ministre qui était en place savait que c'était pas vrai. Il le savait vraiment? Il le savait vraiment? Ah, mais il a fait sa thèse là-dessus. Il a fait sa thèse de médecine sur la toxicité de l'hydroxychloroquine. C'est fantastique. Il faut la lire, hein, elle est sur Internet. C'est fantastique. Il dit en dessous de 2 grammes par jour, il n'y a jamais de problème. Et en dessous de 2 microgrammes par millilitre, il n'y a jamais de problème. On vient de refaire, nous, un article sur 2700 dosages au cours d'hydroxychloroquine au cours du Covid. On n'a jamais 2 microgrammes par ml. On dépasse jamais 1 microgramme par ml. Donc il y a un mur, y compris à l'intérieur, ce qui est pas étonnant, à l'intérieur de l'esprit du cerveau des gens, et donc dans le cerveau de ce ministre, il y avait un blocage qui était mon cerveau gauche oublie que c'est mon cerveau droit. Ouais. Et ce qui est, c'est un des mystères de l'humanité, mais c'est très connu quand même, hein. Oui, mais enfin, à ce point, quand même, c'est intéressant, et surtout, alors, il y a aussi, bon, on en a parlé déjà, mais il y a aussi, quand même, c'est pas rien, l'intérêt. Il y a quand même aussi la puissance. Moi, ça m'a absolument fasciné quand j'ai appris que BlackRock était actionnaire, on le sait depuis quelque temps, hein, mais de Big Pharma, enfin, de la majorité des labos de Big Pharma. Mais ce qui a été étonnant, moi, je voudrais vous parler de ça quand même, c'est à l'homme, au citoyen, à la science. Regardez, par exemple, Didier Raoult, il y a eu cette chose extraordinaire quand même. Enfin, moi, vraiment, ça m'a laissé pantois. Le Parlement européen, il y a un amendement qui dit, voilà, nous voudrions savoir simplement la totalité, l'intégralité, la transparence des contrats qui ont été signés par la Commission européenne avec les laboratoires Pfizer, Moderna, autres, AstraZeneca, et pourquoi pas Remdesivir, enfin bon. On voudrait savoir ça. Les 2 tiers des parlementaires européens qui sont censés leur présenter ça, qu'on soit de droite, de gauche, d'avant, qu'on soit scientifique ou n'importe quoi, bah, la transparence, ça me paraît quand même la moindre des choses. Surtout cette transparence de contrat, hein. C'est pas sous microscope. Eh bien, les 2 tiers des parlementaires européens ont refusé la transparence. On dit non, on veut pas savoir. Mais c'est quoi ça? Non mais je sais pas, je vais vous dire une chose. Je vais vous rappeler une chose qui est bien d'ailleurs, qui est très développée dans le livre du sénateur Kennedy, qui s'appelle Gates, Fauci et Big Pharma, que je recommande. C'est un très très bon livre. Moi, je connais bien l'histoire de l'anthrax et lui, il la connaît bien aussi. L'histoire de l'anthrax aux États-Unis, bien sûr, c'était du pipeau, c'était des spores qui avaient été militarisés par l'armée américaine, qui ont été envoyés, en particulier à des sénateurs qui refusaient le fait de rentrer en Irak. D'accord. Peu importe. À l'époque, le médicament qui ont été recommandés, c'est là que je m'en suis mêlé, puisque j'étais conseiller du ministre à ce moment-là, était la ciprofloxacine, qui était un médicament non génériqué, très cher, qui n'avait jamais été utilisé dans l'anthrax, alors qu'on savait très bien qu'on traitait l'anthrax avec la pénicilline. Ouais. Et la raison, moi quand j'ai demandé la raison, parce que le ministre français, le ministère français a fait la même chose du temps de Kouchner, et moi quand j'ai demandé mais pourquoi vous avez fait ça? On n'a jamais traité de patients ayant un anthrax avec de la ciprofloxacine. Il dit non, mais il y a un modèle expérimental chez le lapin qui marche très bien. Donc on a payé des tonnes de ciprofloxacine. Aux États-Unis, ils ont fait des silos entiers pour la sécurité, pour traiter l'ensemble de la population d'une maladie qui n'existait pas, parce qu'ils savaient, pour avoir séquencé la souche, que c'était leur propre souche qui avait été envoyée aux sénateurs et aux journalistes. Donc c'est un montage extraordinaire. Bayer en a profité pour se remplir les poches avec la ciprofloxacine en France et aux États-Unis. Et il s'est passé, tout le monde le sait, c'était en 2002 ça. Moi je l'ai écrit dans mon rapport, vous pouvez le lire dans mon rapport, ça n'a pas de sens tout ça.
Mais on a refait le même coup avec le remdesivir, c'est la même chose. Et donc on peut vous répéter et vous refaire 100 fois le coup, 100 fois vous le goberez. C'est comme les poissons. On met un petit verre avec un hameçon dedans, pouf, vous jetez dessus, c'est tout. Et oui, surtout quand il y a la peur, quand il y a vous allez mourir si vous ne faites pas ça, etc., etc., etc. Écoutez, non, c'est en tout cas et vous en parlez d'ailleurs dans votre livre justement. Je lisais d'ailleurs, vous avez des chapitres consacrés au Covid-19, mais pour revenir au fond du problème, c'est que vous dites, je vais commencer par la fin, mais par votre conclusion quand même, et vous dites que la vie, et vous recitez Shakespeare, hein, la vie est une histoire racontée par un idiot qui ne signifie rien, mais ça signifie quand même quelque chose quand vous reparlez de la religion scientiste, quand vous parlez du fait que, et vous en avez parlé, on a parlé, que tout va à l'état-providence, qu'on ne s'occupe plus, que les maladies, ça ne concerne pas que les médecins, ça ne concerne pas les médecins, c'est nous qui allons vous traiter, vous n'avez pas à bouger, etc. Et cette évolution-là, au fond, c'est quand même une espèce d'absence totale de toute, je ne sais pas comment dire, de toute responsabilité. On a l'impression qu'on a délégué et que cette délégation, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Mais si vous voulez ça, j'ai pris cette phrase pour rendre à César ce qui est à César, à Alexander Lasch, qui est un génie, qui avait écrit... Christopher Lasch, c'est ça, oui. Christopher Lasch, oui. Chez l'homme du XXe siècle, puisqu'il a écrit ça au XXe siècle, le progrès remplace la providence. C'est-à-dire qu'on ne demande plus à la providence et au progrès. Donc, ce faisant, ça veut dire que l'on n'admet plus le hasard et on n'admet plus les situations chaotiques, hasardeuses. Ouais. Moi, je vois ça depuis quelques années. C'est toujours la faute de quelque chose ou de quelqu'un. C'est pas le hasard, c'est pas la chance, c'est pas le chaos, c'est la faute de quelqu'un ou de quelque chose. Et donc, pourquoi ? Parce que avant, dans la plupart des religions, au moins les trois religions du livre, celles que je connais, eh bien, il y avait les chemins de Dieu sont impénétrables. On ne sait pas ce que fait Dieu, on ne sait pas pourquoi il le fait. Et donc, on ne peut pas comprendre, on peut dire simplement, écoutez, c'est Dieu qui l'a voulu, il doit avoir une raison que je ne peux pas comprendre parce que je ne suis pas Dieu. Si vous supprimez Dieu, alors vous dites, la science doit pouvoir l'expliquer. Et la science remplace Dieu avec plus ou moins de succès. C'est-à-dire que en réalité, il reste des choses qui sont totalement inexplicables. Il y en a qui le sont. Et puis il y a des événements chaotiques, il y a des événements impondérables. La vie continue, elle continue à être ce qu'elle est, ce qu'en dit Shakespeare. C'est une histoire racontée par un fou qui n'a aucun sens. Aucun sens. On se retrouve juste après une petite pause, Didier Raoult, et on va parler justement de cette Homo chaoticus, parce que c'est vraiment fascinant. Une réaction, une question, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 ou à réagir sur notre Facebook Live. On se retrouve tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes avec le microbiologiste, le créateur de l'IHU Méditerranée Infection de Marseille, Didier Raoult. Son nouveau livre, son plus récent livre, Homo chaoticus, et c'est le cas de le dire, justement devant les certitudes et les lignes tracées, on voit, et ce qui m'a absolument fasciné dans votre livre, qui est un livre à la fois technique, scientifique, mais qui se lit parce que on a une espèce de cartographie de l'inconnu. Et moi, ce qui m'a absolument fasciné, je voudrais qu'on parle un peu de ça, Didier Raoult, c'est le nombre dans une séquence de virus, le nombre d'inconnus. Quand vous parlez d'ADN, d'ARN, d'injection, etc., vous dites, voilà, on sait qu'il y a tel, je résume grossièrement en n'étant pas un spécialiste, mais on a telle dose qui arrive, et puis là-dessus, il y a une foultitude enfin, je ne sais pas si des virus, des variants, qui sont là et qu'on ne connaît pas.
j'aimerais que vous expliquiez là-dessus, parce que c'est-à-dire, vous montrez qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait, et puis il y a une zone, une terra incognita qui est encore majeure, quoi. Oui, qui est monstrueuse. C'est-à-dire, il y a deux inconnues absolument monstrueuses, qui est la raison pour laquelle on ne peut pas tout expliquer et pour laquelle il est naïf de croire que la science peut tout expliquer, pas plus maintenant qu'hier. On sait beaucoup plus de choses. On sait, moi, c'est un de mes dadas, on sait que ce que disait Darwin, c'est de la science du 19e siècle. C'est pas vrai, quoi. On peut pas imaginer quelqu'un d'intelligent, c'est comme le coup d'hydroxychloroquine, ne peut pas imaginer que chacune des espèces descend d'un ancêtre unique qui a eu une mutation et qui a fourni toutes les espèces. C'est idiot. On ne peut pas croire à une chose pareille. On le croit. Et Nietzsche, d'ailleurs, si vous lisez ce que disait Nietzsche Darwin, il le traitait de simplet. Hein. Donc je suis d'accord avec lui. Hein. D'autant que l'on a maintenant une évidence qui est, pour ceux qui savent ça, il y a un mystère qui pendant longtemps moi me titillait quand j'étais jeune. Comment se fait-il qu'il y ait des mammifères qui pondent des œufs, des mammifères qui ont une poche pour incuber leurs petits parce qu'ils n'ont pas de placenta, et des mammifères qui ont un placenta. Ouais. Ça, c'est mystérieux parce qu'ils ont la même origine génétique. Et on sait maintenant que ceux qui ont un placenta, en réalité, vivaient dans une zone géographique particulière avant la dérive du continent qui prend l'Amérique du Sud et l'Australie, l'Océanie, et que ils ont intégré un virus qui est proche du virus du sida et qui fabrique le placenta. Ah. Donc le placenta est le résultat d'une épidémie de rétrovirus qui n'a pas touché, qui a touché un continent de l'époque et pas l'autre, et c'est la raison pour laquelle tous les marsupiaux sont tous en Océanie et de l'autre côté, et les mammifères placentaires sont ceux qui ont été infectés. Ça, on le sait, c'est la forme du virus du sida, et on voit se répéter la même chose chez les koalas maintenant. Donc c'est des choses bien sûr, Darwin ne pouvait pas savoir. Donc la transmissibilité de caractère génétique transférable par des éléments infectieux est un phénomène qui est établi maintenant. On sait par exemple qu'il y a 5% des gens, vous peut-être, qui ont des séquences d'un virus qui s'appelle HHV6, herpès virus 6, qui a été intégré dans votre génome, et il y est maintenant. Vous voyez, et ça c'est ce qu'on connaît. Comme on connaît très très peu de choses, ça c'est une première chose. On échange sans arrêt avec l'extérieur des séquences génétiques. Et deuxièmement, on ne sait pas du tout d'où elles viennent, puisque il n'y a que 1% des séquences. On ne connaît pas du tout le génome humain. Quand on vous dit on connaît le génome humain, on vous dit des balivernes. C'est pas vrai. On connaît pas le génome humain. Vous voulez dire que 99% est inconnu du génome? 99% est inconnu, c'est-à-dire que c'est pas qu'il est inconnu, on ne sait même pas où il est. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une séquence dont vous n'avez jamais entendu parler, maintenant vous la connaîtrez, c'est important parce que c'est ce qu'il y a de plus commun dans votre génome. C'est ALU1. ALU1, c'est une petite séquence. ALU1, c'est une petite séquence qui fait 300 bases. Vous en avez 1 million de copies dans votre génome. D'accord. 1 million de copies. Il y en a quelques-unes dont on sait où elles sont. Il y en a une qui vous empêche d'avoir une queue comme les singes, vous voyez, parce qu'elle est venue se mettre dans le gène qui fait la queue des singes, où il y avait déjà un autre ALU1. Maintenant, elle est couplée avec cet autre ALU1, et les grands singes, dont nous, n'avons pas de queue. C'est une des rares localisations qu'on connaisse de ALU. Il y en a 1 million. Ça représente 10% de notre génome, alors que les gènes qui codent pour des fonctions ou des protéines, c'est 1%. Donc il y a déjà 10 fois plus d'ALU. Et il y a 14 fois plus d'une autre séquence répétée. Et ces séquences répétées, on a un problème technique pour finir les génomes humains. C'est pour ça qu'il y a un débat pour savoir est-ce qu'il y a un seul génome humain complet. C'est très difficile parce que ces séquences répétées, on n'arrive pas à les disposer, et il nous faudra des moyens techniques différents qui seront capables de faire des séquences longues de 1 million de bases. Pour l'instant, elles font quelques centaines.
Donc, à l'heure actuelle, on ne connaît pas vraiment la composition. Ouais. À l'heure actuelle, on ne connaît pas vraiment la composition du génome humain. Je veux dire, la composition complète. On sait ce qu'il y a dedans, mais on ne sait pas où sont tous ces morceaux. D'accord. Vous voyez, parce qu'ils se réarrangent entre eux. Quand vous avez 1 million de copies d'un truc, comment vous voulez les placer? Savoir où ils sont exactement. Et où ils sont exactement, est-ce que ça change quelque chose à ce que vous êtes? On n'en sait rien du tout. Ouais. Vous voyez, donc notre niveau d'ignorance actuellement sur le génome humain est considérable. Quant à notre niveau d'ignorance sur les séquences qui se baladent ailleurs, c'est encore pire. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que ces séquences dont on ignore, avant on appelait ça du junk DNA, c'est-à-dire du DNA poubelle, parce que quand l'homme ne sait pas ce que c'est, il dit ça sert à rien. Ouais. On n'ose plus dire ça. Il y en a tellement, comme c'est 99%. Mais si vous regardez en fonction du degré de complexité, entre guillemets, des êtres vivants, les bactéries n'ont pratiquement pas de junk DNA. Pratiquement 100% des séquences codent pour quelque chose. Et nous, on est à l'extrémité, on a 99% de séquences qui ne codent pour rien. Qui ne codent pour rien, oui, vous voulez dire, ah oui, c'est ça, qui n'ont pas de liaison, qui ne connotent pas. Mais dites-moi, quand on parlait, vous savez, quand il y a eu la polémique avec Montagnier, avec Luc Montagnier, paix à son âme, qui disait qu'il y avait des séquences peut-être de virus du sida dans le génome, enfin, dans ce qu'on avait trouvé avec le virus de Covid-19 et qu'il a été traité de tous les noms et de sénile, de charlatans séniles. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, quelques années plus tard? C'est complexe. Les formes, il y a des formes basiques de l'ARN et de l'ADN qui sont, je répète ce terme plusieurs fois, qui sont des tiges boucles. C'est-à-dire qui sont des petits morceaux qui font 200 à 300 bases, qui sont, il y a une partie qui est parallèle, c'est-à-dire qui est parallèle et antiparallèle, donc qui se colle pour faire une tige, et puis une partie qui est variable. Ces tiges boucles sont très petites, et c'est très difficile de les matcher, d'identifier leur origine. Moi, je crois, vous avez vu, c'est une des théories que j'ai actuellement, que toute l'originalité et l'évolution passe par ces tiges boucles. Et elles peuvent se ressembler de manière étrange. Et ils continuent à arriver des tiges boucles sans arrêt. Donc, comment on pourrait définir comment vous définiriez le disc book, je veux dire comment vous définiriez, c'est-à-dire ce que je veux dire par là, c'est que par rapport au livre, ce que vous dites là, j'ai remarqué, vous avez parlé d'égoïsme à un moment donné, le gène égoïste, vous savez? Oui. Alors, est-ce que... Oui, je vous en prie, allez-y. Ça, Dawkins disait ça, ce qui était partiellement vrai. Richard Dawkins, oui. Il disait que on avait considéré que depuis Darwin, ce qui était important, c'est les organismes complets, c'est-à-dire les organismes avec tout leur répertoire de choses qui sont soit des gènes, ce dont on parle, soit à l'époque ils connaissaient pas du tout les séquences qui elles sont encore bien plus égoïstes, les séquences non codantes. Et donc à partir de ça, il disait ce qui est le sens de la vie, c'est le gène lui-même. C'est pas l'organisme. C'est-à-dire qu'un gène peut se balader. Alors ça, c'est pas entièrement faux pour les bactéries. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un gène qui code une résistance pour un antibiotique et qui va se balader d'une espèce bactérienne à une autre ou à l'intérieur d'une même espèce bactérienne. Et donc, c'est un gène qui vit pour lui-même. Il parasite un organisme, mais il vit pour lui-même. Il se multiplie pour lui-même. Et d'ailleurs, si vous utilisez plus l'antibiotique, il disparaît parce qu'il n'y arrive plus à l'organisme va le rejeter. Donc, cette notion de passer de l'organisme au gène, qui a été créé par Dawkins, c'est une création intellectuelle intéressante,
ramène la pièce, la brique essentielle au gène. Mais encore une fois, on a dépassé ça, puisque maintenant, on se rend compte que chez les organismes un peu complexes, la partie des gènes est infime, elle est toute petite. Hein. Alors, justement, Raoult, pour revenir pour reparler de ce qui s'est passé par rapport à effectivement ce qui nous concerne tous, et on reçoit ça comme ça. Et vous avez vu, vous n'avez pas ignoré que on nous menaçait il y a encore 2 semaines ou 3 semaines, notamment le merveilleux PDG de l'OMS, Tedros, nous menaçait de la variole du singe. Et ce qui me fascine à chaque fois, c'est qu'on vous envoie des pandémies dans la tronche, de cette expression vulgaire, et on vous dit il va y avoir ça, et puis après on rétroacte, on dit non, au fond c'était pas si fort que ça. Qu'est-ce que c'est que cette espèce d'annonce comme ça? Alors attention, faites attention. D'ailleurs, vous avez vu que notre Gabriel Attal, Premier ministre démissionnaire, a ouvert 122 centres de vaccination, là, en prévision d'eux. Encore une fois, c'est toujours la même chose, ou c'est quoi? Non, là c'est encore plus, là il y a plusieurs niveaux là. Le premier, que des gens soient prêts à se régaler, ce qu'ils ont fait pour fabriquer des millions de vaccins financés par les États pour faire face à une monstruosité, c'est une chose. L'histoire de la variole dite du singe, il est vraisemblable que le réservoir ce sont des rongeurs, pas du tout les singes. C'est en Afrique centrale. En Afrique centrale, il y en a d'une manière, ce qu'on appelle endémique, c'est-à-dire il y en a régulièrement plusieurs centaines de cas. Ouais. Là, il y a une petite augmentation de la du virus qui s'appelle plus monkeypox, pour dire que c'est pas le singe, mais Mpox, qui est le Mpox 1, qui est celui qui se balade là et capacité de mutation, y compris des gens de mon équipe ont montré qu'il y a des capacités de mutation relativement importantes. Ouais. Il y a eu un mutant qui s'appelle Mpox 2, et ce mutant s'est introduit dans une rare partie sexuée. Et dans cette partie sexuée, il y a eu des centaines de gens qui ont eu des rapports sexuels de type homme avec homme, qui ont donné des centaines de milliers de cas en Europe, chez les hommes. Et d'ailleurs, les photos, nous, qu'on a eu essentiellement, c'est des vésicules autour d'anus. Et ça, il y a eu 0 mort en France avec ça. 0 en France. 0. Donc tout, aux États-Unis, ils estiment qu'il y a eu 200 cas. Il faut voir que, bien sûr, il y a une conjonction de risques avec l'infection par le virus HIV, parce que c'est les mêmes types de rapports qui amènent à l'infection HIV, que dedans il y avait des gens qui étaient immunodéprimés. Donc c'est une maladie qui donne des vésicules et des pustules. Généralement, on la reconnaît assez facilement, au moins dans cette forme-là, la forme qu'on a connue en Occident. Ça touche essentiellement les organes génitaux ou les organes qui peuvent servir à avoir des rapports sexuels, et ça a touché plus de 96% d'hommes ayant des relations avec d'autres hommes, enfin des homosexuels, quoi, plutôt. Oui, c'est ça. Voilà. D'accord. Donc, si vous voulez, au tout début, en dépit de l'évidence, c'est-à-dire du fait, on sait les 2 rares parties d'où c'est parti d'Espagne et des Canaries. Et on dit que c'est pour tout le monde. Pardon ? Et on dit que c'est pour tout le monde après. Enfin, on dit que c'est pour tout le monde après. Ça, Et après, le fait est que il ne faut pas dire, ce que je comprends bien. Je comprends bien ces sentiments qui sont pas de mauvais sentiments. On dit il faut pas stigmatiser des types de rapports sexuels ou des comportements. Moi, je suis bien d'accord, mais de là à affoler toute la population, alerter les bébés, et les bébés vont être malades parce qu'il y a le monkeypox qui arrive en Europe, c'est pas raisonnable. Voilà. On se retrouve. On se retrouve juste après cette petite pause. Merci. Tout de suite avec Didier Raoult. Pardon, vous avez une réaction, une question, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 ou à réagir sur notre Facebook Live. On retrouve André Berkoff et son invité juste après la pause. Français, les carottes sont cuites.
Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Didier Raoult, vous avez parlé, on a parlé effectivement de ces mystères comme le placenta chez les mammifères et où et comment ça se passe. Mais il y a des choses justement dans votre livre et c'est assez fascinant, c'est que vous dites en fait l'évolution n'est plus ce qu'elle était, je dirais, comme quelqu'un qui disait l'avenir n'est plus ce qu'il était. Effectivement, on voit, il se passe des choses, notamment en Occident, car on en a beaucoup parlé déjà. Mais enfin, justement le diabète, l'obésité, la baisse de testostérone ou de sperme, le QI, le colis. On a l'impression effectivement, et vous en parlez dans votre livre, qu'on est à la veille, je ne dis pas d'une apocalypse, mais d'une véritable rupture dans l'évolution telle qu'on l'a connue depuis peut-être en tout cas des dizaines de milliers d'années, depuis que l'homo sapiens ou même le néandertal est là. En réalité, je ne crois pas que ce soit nouveau. C'est-à-dire, ça m'intéresse beaucoup, et les raisons, ça fait au moins 12 ans que je veux écrire ce livre, et que j'avais besoin d'éléments pour l'alimenter. Ce qui est très intéressant, ce que j'ai écrit à un moment, c'est que toutes les civilisations urbaines ont disparu. Toutes les civilisations urbaines ont disparu. Ouais. Où que vous alliez, que ce soit, on en a découvert maintenant une quantité en Amérique du Sud, on en a découvert au Zimbabwe, on en a bien entendu toutes les civilisations urbaines méditerranéennes ont disparu il y a 3500 ans de rois, les Hittites, le nouvel empire égyptien. Et donc c'est très frappant de voir que les civilisations urbaines disparaissent. Ouais. Et donc, d'ailleurs, c'est intéressant de voir maintenant, pour n'importe quelle raison, parce que chacun explique les choses à sa manière. Moi, je fais de la virologie, j'explique comme ça. D'autres les expliquent par la sociologie. Mais ce serait le cas pour nous, on peut dire ça, que nos civilisations urbaines à nous... C'est bien possible, parce que, si vous voulez, ce qui fait une épidémie, c'est la densité d'une espèce unique à un endroit unique. C'est pour ça, c'est les villes qui font ça. Et on a eu, nous, l'occasion, une de mes anciennes élèves avait fait un travail sur quelque chose dont on avait dit que c'était impossible parce qu'il n'y avait pas de poux en Norvège quand il faisait trop froid, et pas de rats. Elle a étudié des séquences de tout un village norvégien qui avait été séquencé sur un aspect sur lequel il n'avait pas regardé, et elle a trouvé qu'ils étaient morts. Ce village, cette petite concentration urbaine, étaient tous morts de peste. De peste, oui. D'accord. Et si vous n'avez pas une concentration urbaine suffisante, bien entendu, vous ne pouvez pas avoir d'épidémie de peste. Ouais. Parce qu'il faut des poux, et que pour avoir des poux, il faut avoir beaucoup d'humains. Et donc, si vous voulez, les épidémies, chez les animaux, c'est la même chose. Ça s'appelle des épizooties aussi. Vous avez vu la grippe aviaire. Ça a tué des millions d'oiseaux parce que les oiseaux sont élevés dans des îles d'oiseaux. Ce sont des millions d'oiseaux. Vous voyez, les poules en particulier. Et donc, à chaque fois que vous avez les regroupements massifs d'une espèce unique, si un microbe est adapté à cette situation, il va filer là-dedans de manière extraordinaire. Ça, on le sait, ce sont les épidémies. Alors, on connaît bien les épidémies qui ont une traduction maladie. Ouais. Mais celles qui n'ont pas de traduction maladie, comment voulez-vous le savoir? Mais est-ce que celles qui n'ont pas de traduction maladie peuvent entraîner la mort? Cette mort urbaine dont vous parlez, cette mort de civilisation? Oui, elles peuvent entraîner. Moi, je suis frappé, si vous voulez, je ne sais pas si c'est la civilisation ou la télévision. Il y en a qui disent que c'est la télévision, mais moi, je suis frappé, si vous regardez au XXIe siècle, il y a une baisse de la taille des humains. Ceux qui surveillent le mieux ça, c'est les Hollandais. Ils ont perdu 1,5 cm au XXIe siècle. On devient idiot quand même. On a perdu plusieurs points de QI. En France, Mais c'est sûr, ça, c'est confirmé, c'est prouvé. Oui. Ouais. Non, et notre espérance de vie dans les pays qui avaient le plus d'avance ne progresse pas beaucoup, et les seuls chez qui ça progressait ont un effondrement de fertilité qui est considérable. Ouais. Donc il n'y a pas... Mais Didier Raoult, ça explique l'épaisseur du mur de la connerie alors, qui augmente.
Peut-être. Oui, enfin, j'ai peur que le mur de la connerie ait existé de tous les temps. Je pense qu'on a toujours pu raconter n'importe quoi à n'importe qui. N'oubliez pas Goebbels, quand même. Goebbels, c'était quand même un maître de la communication et de la propagande. Et quand même, il a réussi fin 44 et il faisait toujours croire aux Allemands qu'ils allaient gagner la guerre. Hein. Donc, il y a quelque chose quand même qui fait que très fort, idée que moi je m'explique mal, qui est la différence entre l'empirisme, ceux qui regardent ce qu'ils voient, et puis ceux qui écoutent ce qu'on leur dit. Ce qu'on leur dit. Deux mondes différents quand même. Didier Raoult, il y a plusieurs auditeurs qui veulent, je crois, intervenir. Marie. Oui, en effet. Alors nous avons au téléphone Michel du Lot. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Bonjour, Monsieur Raoult, bonjour, Monsieur Berkoff. J'écoute votre émission. Pour illustrer ce que vous venez de dire, je rappellerai uniquement le phénomène de la myxomatose chez le lapin, qui donc est une maladie qui ne survient que quand ils sont en surnombre. Et j'aurais voulu aussi, alors c'est pas tout à fait ma question, mais je voulais vous dire que, je sais pas si vous connaissez la phrase de Pasteur sur son lit de mort, qui nous a dit « Je me suis trompé, le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout ». Didier Raoult. Voilà. On attribue la phrase aussi à Metchnikov. Ce qui est vrai, c'est que à l'époque de Pasteur, et puis la vie est comme ça, il faut pas juger les scientifiques hors de leur contexte. Pasteur a passé sa vie à se battre comme un chiffonnier pour pouvoir démontrer qu'il y avait des maladies qui étaient dues à des microbes. Que après il a amené les choses à se simplifier à ce point et à dire tous les microbes, chaque microbe va donner une maladie chez chaque humain. C'était d'époque. C'est une époque où il fallait passer par cet épisode qui était la simplification, c'est le microbe est tout et l'autre n'est rien. Eh bien, mais en face, il y avait Metchnikov qui disait le microbe, Metchnikov avait fait quelque chose de tout à fait extraordinaire qu'on pourrait pas imaginer maintenant. Mais Pasteur aussi, il faisait des choses qui, sur le plan d'éthique, étaient pas acceptables maintenant. Et Metchnikov avait cultivé le vibrion du choléra et il avait fait boire ça à tous les techniciens de son laboratoire pour voir si c'était le choléra. Et il y en a qu'un qui a fait du choléra, c'est celui qui prenait un antiacide qui fait que le vibrion du choléra n'était pas détruit par l'acidité gastrique et il a fait un choléra bénin. Enfin, il a fait un choléra, tandis que tous les autres techniciens qui ne prenaient pas de tampons n'ont pas fait le choléra. Donc il disait, écoutez, voyez bien, c'est la preuve, c'est le terrain qui compte, c'est pas le je peux revenir. Rapidement. Voilà, Michel. rapidement. C'est juste lors de la campagne de vaccination contre le Covid, nous avons été obligés de noter la latéralité du bras que nous avons vacciné. Si nous ne le notions pas, nous ne pouvions pas valider la vaccination. Quel est le support scientifique de noter si c'est le bras droit ou le bras gauche qui a reçu le vaccin? Je pense que c'est très important. J'espère. L'histoire n'est pas finie. Elle continuera. J'espère. Il y a eu des gens. Beaucoup de gens ont eu des ganglions du côté vacciné, bien sûr, puisque les ganglions drainent, si vous voulez, tout ce que vous injectez dans le bras, vous le retrouvez dans les ganglions qui sont dans les selles. Donc il y a beaucoup de gens qui ont eu des ganglions. Il y a des gens qui ont rapporté des lymphomes, c'est-à-dire des cancers des ganglions. On verra bien là aussi. Avec le temps, on verra bien s'il y a une fréquence plus importante des ganglions. Il y a des gens qui écrivent ça en ce moment, hein, des ganglions du côté du cou et des selles du côté qui a été vacciné que de l'autre côté. De l'autre côté. On verra bien. C'est le temps là aussi. Vous savez, faire la distinction entre les cas anecdotiques et les véritables séries qui ne peuvent être faites que par les États. Absolument. Un peu de temps. Alors, juste une petite pause, dernière petite pause, et on va prendre aussi d'autres auditeurs. Nous en avons beaucoup. Oui, après la pause, nous retrouverons Jean-Marc qui nous appelle de Narbonne. Mais d'abord, une petite page de publicité. Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul. Didier Raoult, qui est beaucoup plus calme, effectivement, que moi. Donc, Homo Chaoticus, aux éditions Michel Lafon, Révolution dans l'évolution, énormément de choses à dire. Il nous faudrait 10 heures pour en parler longuement. Et je crois que nous avons aussi Jean-Marc. Oui, tout à fait, André. Nous avons Jean-Marc qui nous appelle de Narbonne. Bonjour, Jean-Marc. Bonjour professeur, bonjour André, heureux de vous retrouver. Merci. Heureux de vous retrouver. Je vais poser une question au professeur, mais avant de poser une question, bien sûr, j'ai écouté l'émission au niveau intellectuel, pourquoi les gens sont moins intelligents qu'avant. Bon, moi je l'écris sur mon livre, là, j'ai une théorie dessus, c'est la peur. Je pense que plus les gens ont peur et moins les gens ont de réflexion, donc on peut appeler ça l'intelligence. Et la peur, je pense qu'elle vient des millions d'informations que nous recevons au XXIe siècle. Et je pense également qu'il y a très peu de gens qui sont capables de recevoir autant d'informations et ne pas tomber dans une mauvaise information qui entraîne, elle, la peur. Et puis comme disait, je crois que c'est Épicure qui disait ça, de toute façon la mort, tant que j'y suis, elle n'y est pas, et quand elle y est, je n'y suis plus. Voilà, ça c'était un aparté. Mais j'ai une question donc à poser au professeur Raoult, d'ailleurs, que je remercie de m'avoir soigné, toute ma famille ainsi que mes amis, et d'avoir été reçu à l'IHU de Marseille en 3 étoiles, parce qu'il soignait les gens vraiment avec le professeur Millon, avec une correction, une dignité incomparable. Alors Jean-Marc, votre question. Ma question, c'est professeur, dans les pays qui se sont fait vacciner à outrance, il y a entre 6 et 8% de surmortalité. Alors quand on parle de surmortalité, je le dis pour les auditeurs, c'est les gens en dessous de 60 ans, parce que bien sûr si la population vieillit, on meurt encore plus. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette surmortalité, professeur, due à la vaccination? Didier Raoult. D'une part, je connais pas ces chiffres et la causalité, c'est toujours savoir ce qui est dû à quoi est toujours extrêmement difficile. Je pense qu'il y a certains pays qui ont une veille épidémiologique très précise. Je pense au Danemark, par exemple. Au Danemark, il y a le suivi médical de 100% de la population. Donc on verra bien, avec un peu de temps, on verra bien si en comparant les gens qui ont été vaccinés et pas vaccinés, il y a plus de morts et de quoi ils sont morts. Pas de conclusion hâtive. Pour l'instant, oui, on sait qu'il y a des gens qui sont morts après vaccination. Le pourcentage, je ne connais pas. Il y a des gens qui sont morts de myocardite, c'est-à-dire d'atteinte cardiaque. On le sait, il y a eu des autopsies, on a trouvé le virus dedans. Donc on a les éléments de causalité, c'est-à-dire on sait que la cause de la mort des jeunes par myocardite était bien le vaccin. Pour le reste, si vous voulez, les choses sont complexes. On est à peu près certain qu'il y a des accidents vasculaires cérébraux qui ont été liés chez des gens jeunes et moins jeunes qui ont suivi le vaccin dans les 15 jours. Mais tout ça est difficile à dépioter, d'autant que, encore une fois, par exemple, nous, à l'IHU, il y a quelqu'un qui a fait une embolie pulmonaire 29 jours après la vaccination. On n'a pas pu le déclarer à la pharmacovigilance parce que il fallait tenir compte que des 28 premiers jours. Vous voyez. Donc, bien sûr, c'est déjà tout. Didier Raoult, oui, juste un mot, parce qu'on arrive en fin d'émission, hélas, mais on va reparler de tout ça. L'histoire du QI, là, dont Jean-Marc parlait ici, et cette espèce de baisse du QI, quand même, qui nous interpelle vraiment au-delà. C'est quelque chose qui est inéluctable, disons. Enfin, si ça continue comme ça, on a une idée ou pas? Vous savez, mon motto, moi, c'est je prévois jamais rien. C'est vrai. Mais je prévois jamais rien. Ce que l'on voit, alors au début, les gens disent non, c'est pas vrai, mais c'est tellement général en réalité qu'on se rend compte que c'est vrai. Voilà, il se passe un truc, les gens ont un QI qui baisse, alors que il y a l'effet de Flynn qui a été décrit pendant le XXe siècle, où on a vu le QI monter. Le QI étant biaisé par le fait qu'il y a une partie très importante de la mesure du QI qui est basée sur le vocabulaire. Et donc, quand les gens ont appris à lire, la proportion de ceux qui reconnaissaient les mots
a augmenté d'une manière qui était spectaculaire. Donc on a vu le QI augmenter pendant tout le XXe siècle et on se posait la question, moi-même je me la suis posée, jusqu'où est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va continuer comme ça? Ben non, ça n'a pas continué, ça a diminué. Ça s'est associé, c'est très intéressant, ça s'est associé à quelque chose en parallèle. Ceux qui ont maintenant le meilleur QI mesuré, c'est les pays d'Extrême-Orient. Ah ouais. D'accord. Ça se voit d'ailleurs, rien n'est mystérieux. En même temps, il y a des tests qui sont faits annuellement de performance chez les étudiants, qui s'appellent PISA, dans tous les pays OCDE. Bien sûr. Et c'est, bien entendu, c'est aussi en Extrême-Orient et dans le nord de l'Europe qui a les meilleurs résultats, mais en Extrême-Orient, c'est aussi là qui a les taux de fertilité les plus bas. Oui. On ne sait pas si c'est lié, mais parce que ceux qui sont les plus intelligents d'entre nous font pas d'enfants. Et ça, pour conclure, Didier Raoult, on va citer cette phrase que j'ai eue dans un livre, je ne sais pas de qui elle est, mais j'adore. Il dit: Dieu a créé le monde, le reste, c'est les Chinois qui le font. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je rappelle votre livre, Didier, le Homo Chaoticus, chez Michel Lafon, Révolution dans l'évolution. Prenez le temps de le lire.